Partie 1. Comment vous en êtes arrivé là? Chapitre 1. C'est mon subconscient, madame. Nous sommes les victimes des règles que nous nous imposons. Jenny Holzer, artiste, intellectuelle, lâcheuse de pépites. Il y a quelques années, j'ai eu un terrible accident de bowling. Mes amis et moi étions à la fin d'un jeu très disputé, et j'étais tellement occupée à assurer le spectacle pour mon dernier coup, je sautais dans tous les sens, proclamais ma victoire imminente, dansais et tournoyais, que je n'ai plus pensé à la position de mes pieds au moment de lâcher la boule. J'ai pu me rendre compte à cette occasion que la communauté du bowling est impitoyable quand il s'agit de pénaliser le moindre orteil ayant mordu la ligne. Ces types versent de l'huile ou de la cire ou du lubrifiant, je ne sais pas. En tout cas, un truc incroyablement glissant sur toute la piste afin que, si d'aventure quelqu'une, dans la préparation de son futur strike, s'aventurait à glisser un poil trop loin, elle se retrouve aussitôt les 4 fers en l'air avant de s'écraser, les fesses les premières, sur une surface si dure qu'une boule de bowling en chute libre n'y laisserait pas le moindre impact. Quelques semaines plus tard, je me prélassais dans un lit avec un garçon rencontré chez Macy's. Je lui expliquais que, depuis ce tragique accident, je me réveillais au beau milieu de la nuit avec une douleur intolérable aux pieds. D'après mon acupuncteur, c'était à cause d'un nerf lombaire traumatisé par la chute. Si je voulais dormir toute la nuit, il me fallait un nouveau matelas, plus ferme. « Moi aussi j'ai des douleurs aux pieds quand je dors !» m'a répondu le type en levant haut la main pour un high five qui ne rencontra que du vent. Je n'adhère pas tellement au concept du high five en général, mais ce n'est pas seulement pour ça que je l'ai laissé en plan. Il m'avait agacé. Déjà qu'acheter un matelas, je trouve ça gênant, voire honteux, se vautrer en chien de fusil avec un oreiller entre les cuisses devant tout le monde comme si de rien n'était, mais le faire avec mon vendeur allongé à côté de moi qui mendiait un high five, c'était vraiment trop. J'ai tout de suite remarqué que les autres vendeurs se tenaient gentiment debout à une extrémité du lit, débitant leur science des matelas tandis que leurs clients essayaient toutes les positions possibles, mais le mien, non, il s'était couché à mes côtés, sur le dos, bras croisés sur la poitrine, et bavardait tranquillement, en toute connaissance de cause, les yeux au plafond, genre camarade de colo. Alors bon, il était très gentil et très cultivé quand il s'agissait de ressorts, de bultex et de mémoire de forme, mais j'en étais à ne pas oser me mettre sur le côté de peur qu'il ne vienne se blottir contre moi. Avais-je été trop amicale? Était-ce une erreur de lui avoir demandé d'où il venait? Est-ce qu'il avait mal interprété mon geste quand j'avais tapoté la place à côté de moi pour tester l'oreiller? J'aurais dû, bien sûr, ordonner à Bob le chelou de se lever de ce lit tout de suite et demander à quelqu'un d'autre de m'aider, plutôt que de filer à l'anglaise et ruiner ainsi mon unique occasion d'acheter un matelas cette semaine-là, mais je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. Je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. C'est à peu près comme ça que toute ma famille a appris à gérer les interactions potentiellement gênantes. Outre l'infaillible méthode de la fuite à toutes jambes, on compte parmi les autres outils à notre disposition se figer sur place, parler de la pluie et du beau temps, devenir muet et éclater en sanglots dès qu'on est hors de portée. La pauvreté de nos talents quant à la gestion de la confrontation n'est pas très surprenante étant donné que ma mère est issue d'une longue lignée de wasps. Ses parents étaient du genre à considérer que les enfants doivent toujours rester à portée de vue, mais qu'on ne doit jamais les entendre, et à mépriser les manifestations d'émotions comme le mauvais whisky et l'école publique. Avec ça, bien que ma mère ait bâti pour nous un foyer aussi chaleureux et aimant que possible, retentissant de rire permanent, il m'a fallu des années pour apprendre à formuler une phrase après le « il faut que je te parle », tant redouté. Tout ça pour dire que ce n'est pas de votre faute si vous êtes inadapté. C'est de votre faute si vous le restez. Mais la source de votre inaptitude a été transmise dans votre famille de génération en génération, comme un blason ou une recette de gâteau qui tue, ou encore, dans mon cas, l'équation confrontation égale crise cardiaque. Quand vous êtes arrivé sur cette planète, vous étiez une boule de joie, une petite créature aux grands yeux incapable de faire autre chose que vivre dans l'instant. Vous ne saviez absolument pas que vous aviez un corps, encore moins que vous auriez dû en avoir honte. Vous regardiez autour de vous et les choses étaient simplement là. Dans votre monde, il n'y avait rien d'effrayant, ni de trop cher, ni de démodé. Si quelque chose passait à portée de votre bouche, vous l'y enfourniez. À proximité de votre main, vous l'attrapiez. Vous étiez juste un être humain. Tandis que vous exploriez et étendiez votre univers, vous receviez des messages qu'on vous envoyait à tout propos. Dès que vous avez été en mesure de les comprendre, ils vous ont rempli le cerveau de croyances accumulées sur toute une vie, dont la plupart n'avaient rien à voir ni avec vous ni avec la vérité. Le monde est un endroit dangereux, tu es trop gros, l'homosexualité est un péché, c'est la taille qui compte, il faut raser les poils qui poussent là, c'est important d'aller à l'université, musiciens ou artistes ne sont pas des professions, etc.
Votre principale source d'information en la matière était bien sûr vos parents, avec l'aide de la société entière. En vous aimant de tout leur cœur, du moins j'espère, avec l'authentique désir de vous protéger, de vous élever et de vous aimer au mieux, ils vous ont transmis les croyances héritées de leurs parents, qu'ils devaient eux-mêmes à leurs parents, que les parents des parents des parents de vos parents leur avaient léguées, et ainsi de suite. Le problème, c'est que la plupart de ces croyances n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont ou ce qu'ils étaient et pas grand-chose à voir non plus avec la vérité. Je me rends bien compte qu'à m'écouter, on pourrait penser qu'on est tous cinglés. Mais c'est parce que c'est un peu vrai, en fait. La plupart des gens vivent dans une illusion fondée sur les croyances de quelqu'un d'autre, jusqu'à notre réveil. C'est ce que ce livre devrait déclencher. Voilà comment ça fonctionne. Les êtres humains ont un esprit conscient et un esprit subconscient. Nous n'avons conscience que du premier la plupart du temps parce que c'est là que nous traitons l'information. Là que nous comprenons, jugeons, focalisons, critiquons, que nous angoissons sur la taille de nos oreilles et que nous décidons une bonne fois pour toutes d'arrêter la friture, que nous saisissons pourquoi 2 plus 2 égale 4 et que nous essayons de nous rappeler où nous avons posé ces foutues clés, bordel, etc. L'esprit conscient est une sorte de surpersonne performante et incapable, constamment en mouvement d'une pensée à l'autre, ne s'arrêtant que quand on dort, mais reprenant de rechef dès que l'on ouvre les yeux. L'esprit conscient, autrement dit le lobe frontal, n'achève son développement que quelque part autour de la puberté. Notre esprit subconscient, lui, est la partie non analytique de notre cerveau. Il est parfaitement développé dès notre arrivée sur Terre. Il n'est qu'affect et instinct, crise de colère stridente à se rouler par terre au milieu d'un supermarché. C'est aussi là que nous stockons toutes les informations extérieures collectées lors de notre petite enfance. Notre subconscient croit en tout, car il n'a aucun filtre. Il ne connaît pas la différence entre le vrai et le faux. Si nos parents affirment que personne dans la famille ne sait comment gagner de l'argent, nous les croyons. S'ils nous prouvent que le mariage consiste à se taper dessus, nous les croyons. Nous les croyons bien quand ils nous racontent qu'un gros type en costume rouge descend par la cheminée nous apporter des cadeaux. Alors comment ne pas croire en toutes les autres âneries dont ils nous abreuvent ? Notre subconscient est comme un gamin ignorant, car, et ce n'est pas une coïncidence, il reçoit le gros de ces informations quand nous sommes précisément cela, des gamins ignorants, puisque notre lobe frontal, la partie consciente de notre cerveau, n'est pas encore entièrement formée. Nous tirons nos informations des mots, des sourires, des froncements de sourcils, des soupirs exaspérés, des haussements d'épaules, des larmes, des rires, etc., de ceux qui nous entourent, sans aucun filtre. Et toutes viennent s'incruster dans nos petits subconscients malléables comme la vérité. Autrement dit, nos croyances, où elles vont vivre tranquillement, non analysées, jusqu'à ce qu'on ait passé des décennies en thérapie sur un canapé ou qu'on se réinscrive en cure de désintoxication pour la énième fois. Je peux à peu près garantir qu'à chaque fois que vous vous demandez, en larmes, « Putain, mais c'est quoi mon problème ?» La réponse est à chercher dans une fausse croyance grotesque logée dans votre subconscient que vous vous traînez depuis des années sans vous en rendre compte. C'est pourquoi le comprendre est de première importance. Alors, passons tout ça en revue, ok ? Petit 1, notre esprit subconscient tire les ficelles de nos vies. Il se fonde pour cela sur des informations non filtrées reçues durant notre enfance et que l'on peut appeler nos croyances. Petit 2, nous sommes, la plupart du temps, aveugles à ces croyances subconscientes qui pourtant nous gouvernent. Petit 3, une fois notre esprit conscient bien développé et enfin au travail, peu importe sa taille et son intelligence, peu importe ce qu'il prétend, il sera toujours contrôlé par les croyances que nous trimballons dans notre subconscient. Notre esprit conscient pense être aux commandes, mais ce n'est pas le cas. Notre esprit subconscient ne pense rien, mais il est aux commandes. Voilà pourquoi nous passons notre vie à faire tout ce que notre esprit conscient sait faire, tout en nous étonnant qu'elle ne soit pas la vie que nous voulons. Par exemple, supposons que vous ayez été élevé par un père constamment fauché, qui passait son temps à cogner dans les murs en marmonnant que l'argent ne pousse pas sur les arbres, et du coup, négligeait de s'occuper de vous, tout occupé qu'il était à essayer, et à échouer, d'en gagner. Alors, votre esprit subconscient aura pris tout ça au premier degré et pourra avoir développé des croyances du genre « argent égale lutte »,« l'argent est impossible à gagner »,« si mon père m'a abandonné, c'est de la faute de l'argent »,« l'argent, c'est nul et ça fait de la peine ». Et voilà comment on obtient un adulte qui, consciemment, adorerait rouler sur l'or, mais inconsciemment, se méfie de l'argent, pense qu'il lui est interdit d'en gagner et que si cela lui arrivait, quelqu'un qu'il aime l'abandonnerait.
Vous pourriez rendre réelles ces croyances inconscientes en restant fauché, quels que soient vos efforts, ou en gagnant des tonnes de thunes que vous reperdriez aussitôt de peur qu'on vous abandonne, ou bien encore de tout un tas d'autres manières, toutes plus énervantes les unes que les autres. Peu importe ce que vous voulez, si vous avez développé une croyance inconsciente qui juge que cela vous est nuisible ou inaccessible, petit a, vous ne vous autoriserez pas à l'obtenir, petit b, vous l'obtiendrez et cela vous bousillera. Et puis, vous laisserez tomber et vous perdrez de toute façon. Nous ne nous en rendons pas compte au moment d'engloutir ce 4e éclair ou d'accepter, ignorant les mises en garde de notre intuition, la demande en mariage de ce type dont la ressemblance avec notre père méprisable et adultère est proprement troublante, mais ce sont bien nos subconscients et non nos esprits conscients qui sont aux manettes. Et lorsque nos croyances subconscientes contredisent ce que nous voulons consciemment, des conflits incompréhensibles naissent entre ce que nous cherchons à créer et ce que nous créons vraiment. Comme si nous conduisions un pied sur la pédale de l'accélérateur, l'autre sur le frein. Nous avons tous également des croyances inconscientes super, bien entendu, mais nous les laisserons de côté pour l'instant. Voici d'autres scénarios qui pourraient vous rappeler quelque chose, ou pas. Esprit conscient. J'aimerais tellement trouver et épouser mon âme sœur. Esprit inconscient. La vie à deux mène à la douleur et à la souffrance. Doigt, sans alliance. Esprit conscient. J'aimerais perdre 10 kilos. Esprit inconscient. Je ne suis pas en sécurité. Il faut que je me construise un bouclier pour me protéger. Corps, une forteresse de gras. Esprit conscient. Je suis sexy et désirable et j'aimerais bien prendre mon pied. Esprit inconscient. Le plaisir sexuel est honteux. Vie sexuelle, désertique. Esprit conscient. J'aimerais voyager. Esprit inconscient. S'amuser égale être irresponsable égale personne ne m'aimera. Passeport, vierge. C'est un peu comme quand une odeur pestilentielle envahit votre maison. Vous pouvez toujours imaginer des tas de solutions ingénieuses, faire brûler de l'encens, brancher des ventilos, accuser le chien. Tant que vous ne débusquerez pas la bestiole qui est venue crever dans votre cave, le problème persistera et il empuantira votre vie. La première chose pour limiter l'influence des croyances subconscientes est de reconnaître leur existence. Tant que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, vous travaillerez avec votre esprit conscient. Vous vous mettrez à repeindre le salon. Pour résoudre un problème qui se situe bien en deçà, un putois mort au sous-sol, dans votre subconscient. Parfaitement inutile. Prenez une minute pour réfléchir au domaine plus que perceptible de votre vie et identifier les croyances sous-jacentes qui pourraient les expliquer. Par exemple, reprenons ce bon vieux manque d'argent qui fait toujours plaisir. En gagnez-vous moins que ce dont vous vous sentez capable ? Avez-vous atteint un palier de revenus au-dessus duquel vous n'arrivez pas à vous élever, quoi que vous entrepreniez ? Est-ce que générer un bon gros paquet de pognon vous paraît physiquement impossible ? Si oui, écrivez noir sur blanc les 5 premières choses qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'argent. Votre liste est-elle plutôt constituée d'audace et de défis, ou bien de peur et de mépris ? Qu'est-ce que vos parents pensent de l'argent ? Qu'en pensaient les gens qui vous entouraient durant votre éducation ? Quelle est votre relation à l'argent ? N'y aurait-il pas un lien entre vos croyances envers l'argent et les leurs ? Plus tard dans ce livre, je vous fournirai les outils pour creuser bien plus profond vos croyances subconscientes et réparer tout ce qui pourrait vous empêcher de mener la vie dont vous rêvez, mais, pour le moment, entraînez-vous à prendre du recul, à noter les aspects dysfonctionnels de votre vie et muscler votre tout-puissant mécanisme de reconnaissance de croyances. Commencez par identifier les histoires que vous raconte votre subconscient. Gagner de l'argent est détestable, je me sentirai pris au piège dans une histoire sérieuse, être au régime signifie ne plus jamais prendre plaisir à manger, aimer le sexe est la garantie de brûler en enfer avec toute la bande des pêcheurs vicieux, etc. Une fois que vous aurez pris conscience de ce qui se passe vraiment, vous pourrez vous atteler à déterrer la carcasse puante de vos croyances subconscientes limitantes et les foutre à la porte, ce qui laissera de l'espace que viendront remplir de nouvelles croyances et de nouvelles expériences, cette fois fraîches et positives, du genre que vous avez toujours voulu avoir dans votre vie.